Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le Bœuf Politique sur JMTV+. Aujourd'hui, nous allons faire un tour quelque part en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire plus précisément, où depuis le 31 octobre dernier, jour d'élection à la congolaise, pour ne pas dire à la soviétique, qui a vu M. Alassane Dramane Ouattara réélu à 94%. Vous comprenez pourquoi je dis score à la congolaise. Il a dû fréquenter Denis Sassou Nguesso qui fait 98% quelquefois. Donc depuis ce jour-là, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Et un collectif a vu le jour en France pour dire non et non, ça suffit à cette gabegie, à cette dictature qui dure depuis plusieurs années désormais. Nous recevons donc, sujet un peu plus aujourd'hui, les membres de ce collectif. Non et non, ça suffit. Bonjour, Madame Célestine Daba. Bonjour, Monsieur Jacques Moifo. Comment ça va? Ça va bien, merci. Très bien. Célestine Daba, vous êtes porte-parole du collectif Non et non, ça suffit. On va revenir à vous tout à l'heure. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec lui, Tchepwe. Est-ce que je prononce bien? Lui, Tchepwe. Tchepwe. Tout à fait. Bon, il va falloir que j'aille en Côte d'Ivoire pour prendre Tchepwe. Voilà. Lui, Tchepwe, vous êtes donc le président du collectif Non et non, ça suffit. Bonjour. Bonjour, monsieur Moifo. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de venir dans vos studios pour parler de la Côte d'Ivoire. Revenez tous les jours, ça ne me dérange pas. Parce que Côte d'Ivoire, là, c'est pas votre pays seul, c'est aussi mon pays. En tout cas, ça me touche. Merci, ça me touche beaucoup. Vous savez, c'est hein? Complètement. Oui, parce qu'une fois, n'importe où je suis. Vous connaissez votre engagement. Oui, oui, ça c'est sûr. On vous a vu à la haine, on vous a vu partout dans les manifestations. Partout. Voilà. Alors, il faut toujours que ce que femme veut, Dieu le veut et le peuple l'accepte. On va donc commencer par la porte-parole. Célestine Daba-Penaud, c'est quoi le collectif Non et non, ça suffit? Le collectif Non et non, ça suffit est un collectif citoyen, un collectif qui est né le 1er août dernier, le 1er août 2020, au constat que la politique en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire nous entraîne à chaque fois dans des élections toujours aussi meurtrières les unes que les autres. Et donc nous nous sommes dit que nous allons nous réunir en collectif avec tous les fils et toutes les filles de Côte d'Ivoire pour que nous mettons ensemble, nous nous unissons pour sauver cette Côte d'Ivoire. Nous nous unissons pour dire aux politiques que nous n'avons plus envie que la politique, en tous les cas les élections, soient comme une roulette russe où quand il y a les élections, forcément ça entraîne des morts d'hommes. Ouais. Roulette russe, mais ça a désormais changé. On a l'impression qu'on a désormais une roulette africaine, lui, Tchepwe. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous pour entrer sur ce que Célestine a dit. Effectivement, ce constat, on l'assume. On est parti du fait que lors d'une causerie banale comme ça, puis on se demandait, on est en Europe, elle est en France, moi je suis en Allemagne, je suis ici, vous êtes ici, et puis on se pose la question, Macron devient président, il y a une passation de charge avec Hollande. Nous, on n'en a jamais connu. C'est vrai qu'ironie du sort, au feu des cèdres, Bédi arrive, Bédi est enlevé par un coup d'État, celui qui est là, il fait des élections, il s'en va par la rue le dégage, Gbagbo arrive, Gbagbo est enlevé par l'armée française, et donc on se dit à un moment, ce serait peut-être bien que nous aussi on connaisse le plaisir, ce plaisir que les Européens, les Occidentaux connaissent. Mais ça dépend de quoi? Le respect des textes que nous fixons nous-mêmes. Vous croyez avoir fixé les textes? Non. C'est ce qu'on croit, mais on va d'accord. Si on ne les a pas fixés, il faudrait repartir à la base, appeler ceux qu'on appelle tous les partis politiques, la société civile, ceux qui, les têtes pensantes, s'asseoir et repartir de plus belle, c'est-à-dire oser choisir des textes cette fois-ci de nous-mêmes. Deuxième chose, en choisissant les textes, ça veut dire quoi? Il faut que le citoyen soit mis au centre du débat politique. Parce qu'on en a marre, et c'est ça, ce ras-le-bol là qu'on appelle non et non, ça suffit. Parce que cette élite, soi-disant élite africaine, qui pense que parce qu'on est député, on est responsable de parti, on n'a pas besoin d'avoir l'aval ou l'avis du peuple pour décider. Non, on dit à un moment, il faut que ça s'arrête. Demandez-nous, parce que ce n'est pas eux qui perdent la vie. Vous avez dû voir, ça c'est peut-être, j'extrapole un peu, mais la campagne jusqu'aux élections.
combien de pertes en vies humaines? Est-ce qu'on a besoin de ça? Oui, le professeur Nicolas Gbagbo était sur ce plateau il y a 3 mois et évoquait déjà cela, en effet. Et donc, pour terminer, je dis juste que nous, on en a peut-être la chance ici, on n'est pas bâillonné. Et comme Elie Wiesel, l'ancien prix Nobel, disait, l'être humain n'est pas libre quand l'autre ne l'est pas, mais quand l'autre l'est aussi. Donc, c'est un sacerdoce qui est peut-être, qui peut paraître ambitieux, mais il est sans aucune prétention, mais avec beaucoup de détermination. On voudrait aller aider nos gouvernants à cela. Et pour terminer, c'est que quand nous mettions sur pied ce collectif, le 1er août, on appelait des gens, la classe politique et la société civile, on les invitait du moins à s'asseoir autour d'une table, revoir la Constitution, la commission dite indépendante électorale, qui n'est indépendante que de nom. Vous faites bien de le dire. Ouais, parce que c'est ça, c'est dire, alors, il faut arrêter de faire un jour à l'intelligence des gens. On sait que moi je suis président, ce n'est plus des élections, c'est une parodie d'élections. Et nous, on avait, avant que Ouattara ne se déclare, on me dirait que tout le monde voyait ça venir, c'est gros. Il est tellement imprévisible. Mais on avait déjà pensé, sans prétention aucune, on pensait à une transition. Moi je me rappelle dans la salle, je ne dirais pas de nom, mais il y a un politique sur la place des présidents. Non, mais une transition, ça se mange. Mais non, mais nous, on n'a pas des armes. Il y en a qui sont habitués à la force. Nous, on n'a que notre détermination. On n'a que notre parole. Donc, voilà. Alors, Célestine, vous êtes sur le sol français. Oui. Vous êtes franco-ivoirienne, je crois bien. Peut-être vous aussi. Non. C'est libre à vous de nous le dire. Je le dirai. Vous direz si vous le demandez. Vous dites non et non. Ça suffit. Lui... Tchépo vient de dire là que quelqu'un a été enlevé par l'armée française. L'armée française agit dans un pays dit souverain. C'est ça. J'aimerais bien voir l'armée américaine ou l'armée allemande venir enlever un homme politique français à l'Élysée. Pensez-vous que vous avez vraiment des hommes politiques en Côte d'Ivoire ou en Afrique en général? En Afrique francophone, bien sûr. C'est ça. Alors, le problème, et en tous les cas, ce qu'on constate dans cette Afrique francophone-là, c'est que les hommes politiques agissent comme s'ils étaient des représentants, des préfets de la France. Ils agissent vraiment comme s'ils étaient dans un enclos colonial et que eux étaient les salariés ou les gouverneurs de la France. Et donc, forcément, ils ne sont pas, de mon point de vue, ils ne sont pas libres, puisqu'ils prennent leurs ordres là, ici en France. Et donc je peux continuer en disant que quand Macron a été élu, on s'est dit que, bon, il est de droite, ok, mais on s'est dit que c'était un président jeune, et que comme il est jeune, et que l'Afrique, il y a une grande jeunesse africaine, la base de la pyramide elle est large, donc ça veut dire que l'Afrique est jeune. On s'est dit voilà quelqu'un peut-être qui allait nous comprendre. Et donc là avec Macron, on vient de comprendre qu'en matière de politique africaine de la France, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question fondamentale pour eux. C'est-à-dire que si on est président français, il faut absolument garder dans son enclos colonial, en tous les cas, l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone. Et donc, que le président soit jeune ou pas, ça ne change rien. Et l'interview, je peux embrayer sur l'interview de Macron chez vos confrères de Jeune Afrique, est venue définitivement nous rappeler que quand on est président français, ce n'est pas une histoire d'âge, il n'y a pas d'humanité qui compte, on est tout aussi cynique de De Gaulle jusqu'à Macron. Il n'y a même pas de justice déjà. Il n'y a pas de justice, mais il marche par cynisme. C'est le cynisme qui prévaut dans les relations France-Afrique. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui vont dire « Ah, ces Africains-là tapent encore sur Emmanuel Macron », je vous invite à suivre l'interview d'Emmanuel Todd chez mes confrères de ThinkView. Suivez, je fais la pub de mes confrères, oui, quand quelqu'un fait du bon travail, il faut dire qu'il a fait du bon travail. Tout à fait. Suivez cette interview d'Emmanuel Todd chez mes frères ThinkView, vous allez comprendre qu'il n'y a pas que Célestine Daba-Penaud ou lui, Tipoué, qui parle d'Emmanuel Macron à ces thèmes. Ou encore, écoutez, ils sont nombreux. Je pourrais citer Marc Echinger,
cet espion qui aussi va dans le même sens que vous. Pour finalement, lui, Tchekwe, est-ce que l'Afrique a des hommes politiques aujourd'hui quand ce constat est fait? Ce constat, il est certes lamentable, mais moi je ne désespère pas. Je vais vous dire pourquoi. Deux choses. J'ai eu la chance dans les années 2010, lors de la crise, en Côte d'Ivoire, de voir au niveau du Cameroun. Je dis non, je suis Abidjan. Et puis quand certains Africains ont compris que la France était partie prenante dans ce conflit-là, il y a eu des marches qui ont été organisées à Douala ou à Yaoundé, elles ont été réprimées dans le sang. Mais je voulais juste dire que ce qui nous manque aujourd'hui, ayant fait le constat de cette France-là, on va peut-être parler de revenir sur Macron parce que c'est des gens, ils protègent leurs intérêts. Mais si les dirigeants africains, comme vous dites, avaient un tant soit peu les pieds comme le peuple, c'est-à-dire que vous êtes président, chef d'État, vous montrez à votre peuple que je suis en train de faire un effort pour que les choses changent, comme Sankara a voulu le faire, comme Gbagbo a voulu le faire. Mais si, à un degré, moi je ne suis pas en train de faire la publicité de M. Gbagbo, de qui que ce soit. Il vaut mieux pas, car M. Gbagbo, on ne dirige pas un pays avec des évangélistes. Et quand on sort de prison, on ne va pas parler aux médias qui vous ont envoyé en prison. Voilà, c'est une honte, je le dis ici. C'est une honte, président Gbagbo, c'est une honte, Charles Blé Goudé, d'être allé parler aux médias français qui vous ont envoyé en prison au lieu de parler aux JMTV+, et autres qui étaient dans la rue pour vous quand vous étiez en prison. C'est une honte. Voilà, je l'ai dit. Donc, c'est moi, je continue pour dire qu'en fait, quand la population se sent en parfaite harmonie, en parfaite communion avec celui qui l'a mis à la tête de son pays, ça peut commencer à venir. Donc, je pense que c'est là que ça... Parce que vous avez, je vous le concède, mais pour moi, aujourd'hui, il y a une certaine jeunesse africaine qui est consciente. C'est-à-dire que ce que moi, ma génération, quand j'étais à la fac ou à au lycée, on n'avait pas. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font que depuis Yaoundé, depuis Abidjan, on peut parler avec quelqu'un qui est au Canada. Les gens, donc il y a une certaine mobilisation par le panafricanisme, panafricanisme, il faut peut-être l'expliquer, mais je pense que ça vient. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Des jeunes Africains se disent, on en a marre. Les gens nous pillent, ils pillent nos biens, et ils mettent des dirigeants qui sont leurs préfets, sous-préfets à la tête de nos pays. Et malgré ça, il n'y a rien qui évolue. On est obligé de prendre des petites barques pour traverser la Méditerranée et mourir. C'est une parenthèse, la dernière fois que j'en ai hier, vous savez que au niveau des jeunes qu'on voit, les réfugiés politiques ici, la Côte d'Ivoire a battu le record. Alors que Ouattara est quand même celui qui a envoyé une embellie économique, il a construit des routes, et la Côte d'Ivoire est la 10e puissance du monde, enfin si je m'en tiens à ce qu'ils disent. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est les Français qui le disent. Depuis Ouattara, la plupart des demandeurs d'asile viennent de la Côte d'Ivoire. Comment on peut expliquer ça? Vous savez, les chiffres, on peut le faire parler, on peut dire aux chiffres ce qu'on veut. Mais sauf que les chiffres, on peut le... Si c'était un pouvoir qui était hostile à Ouattara, j'aurais compris. C'est bien eux qui ont installé Ouattara. Si c'est eux qui crient que Ouattara c'était le sauveur de la Côte d'Ivoire, c'était un économiste, celui qui allait sortir de là. Parce que quand Ouattara est venu, la Côte d'Ivoire était dans une forêt. C'est Ouattara qui a peut-être sorti les Ivoiriens de leur forêt, c'est lui qui nous a fait porter des pantalons, on était encore à l'état sauvage. Mais quand on dit ça, et qu'on se rend compte après, les mêmes qui nous disent que c'est qu'il y a un problème, moi je pense aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes le comprennent. Et c'est ce qui fait que, vous allez voir, ça va se passer, ça va surprendre les gens, mais il y aura une révolution. Je ne dis pas qu'une révolution des armes, mais les gens qui seront les responsables politiques aujourd'hui, les jeunes vont leur dire, à un moment, il faut que vous arrêtiez votre copinage, parce que je ne peux pas comprendre, monsieur Moifo, avec le respect que je vous dois, moi en tant qu'Ivoirien d'origine, quand je vois le vice-président, l'ancien vice-président de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas loin des 80 ans, danser pour un gamin qu'on appelle monsieur Macron, moi j'ai honte mon pays. Avec l'argent du contribuable ivoirien, ce qu'on ne peut pas faire en France, ici, M. Macron prend son épouse, ils vont fêter un anniversaire comme dans un petit village de chez moi, Barouyo, on danse, on fait danser nos responsables politiques. Mais jusqu'à quand ça va aller, cette humiliation-là? Mais il faut que ça s'arrête un moment. La dignité, on ne la perd pas pour l'argent. Voilà.
En tout cas, moi je vais embrayer sur les hommes politiques en Afrique aujourd'hui. C'est vrai que pour beaucoup, l'élite africaine est responsable et ça doit être assumé de nos maux. Aujourd'hui, les hommes politiques en Afrique nous font honte pour beaucoup d'entre eux. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à leur poche, on a l'impression qu'ils n'ont aucune notion de l'État, ils n'ont aucune notion du bien du peuple, et effectivement, ils sont vraiment, moi je les accuse de l'asservissement et de la pauvreté, et même dans les guerres que nous connaissons aujourd'hui, les hommes politiques en Afrique ont une grande part de responsabilité et elle doit être assumée. Je vais rester sur vous, Célestine Daba. Vous parliez des intérêts français qu'Emmanuel Macron, jeune, est arrivé et préserve. Mais si Emmanuel Macron préservait vraiment les intérêts français, est-ce que la situation socio-économique serait aussi tendue en France? Aujourd'hui, il y a une énième manifestation à Paris. On va dire c'est contre telle loi, mais cette haine, cette souffrance qui pousse les Français dans les rues existe depuis 3 ans. C'est pas pour cette loi 24 que les gens sortent. Les gens sortent parce qu'il y a un réel malaise social. De plus en plus, la pauvreté s'installe en France. Nous sommes plus de 10 millions de pauvres en France. Désormais, le taux de chômage bat des records, plus de 10%. Officiellement, on nous dit 10%, mais vous savez les chiffres. Alors, si c'est pour les intérêts des Français qu'Emmanuel Macron se battait, pourquoi y aurait-il tant de malaise en France? Pourquoi? Eh bien, monsieur Mafo, je vous remercie de cette question. En effet, le pouvoir français, quand il va défendre des intérêts en Afrique et ailleurs, on a remarqué depuis quelques années maintenant que cette nouvelle élite politique française défend des intérêts privés. Elle défend des intérêts privés. Des multinationales. Des multinationales, oui. Des Bolloré Bouygues. Des Bolloré Bouygues qui sont leurs amis. Voilà. Mais justement, l'argent n'arrive pas, l'argent n'est pas ruisselé, là, comme il dit, le ruissellement. Non. Ça ne ruisselle pas au niveau du peuple français qui travaille, justement. L'argent reste dans une certaine élite. Et donc, quand on dit qu'il va défendre ses intérêts en Afrique francophone notamment, ce sont des intérêts privés. Des intérêts de Bolloré, de Bouygues, qui raflent tous les marchés sans appel d'offres. Même Xavier Niel est dedans. Mais il y a un an, j'étais à Dakar, on m'offre une puce pour parler. Je regarde, c'est la puce free de Xavier Niel. Voilà. Qui est installé au Sénégal. Mais qu'est-ce que c'est ça? Donc le peuple français est comme le peuple africain en général. Il ne voit pas la richesse qui est produite. Elle reste à un niveau très sélectif voilà, c'est un club qui profite de ces intérêts-là. Effectivement, c'est pas le peuple français non plus. On est dans le même combat. Le peuple français, le peuple africain, tous les peuples du monde justement doivent s'unir pour combattre cette élite-là qui veut nous soumettre à tout prix. Voilà. Il y a de cela 2 semaines, j'avais Antoine Glaser, que vous connaissez sans doute en interview. Vous avez vu cette interview, vous l'avez d'abord d'ailleurs apprécié. Il y disait, attention, vous prêtez trop de crédit à l'Élysée dans le choix des dirigeants africains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces dirigeants africains ont trouvé des astuces pour contourner. Bref, Antoine Glaser semblait dire que la réélection à la congolaise ou à l'ivoirienne d'élection d'Alassane Ouattara avait surpris même Emmanuel Macron qui ne s'attendait pas à ce qu'il brigue un 3e mandat. Qu'est-ce que vous en pensez Avec tout le respect que je dois à M. Glaser, je veux dire, moi j'ai une autre lecture, en ce qui concerne du moins Ouattara. On se rappelle un mois avant les élections qu'il était venu à Paris. J'ai vu dans la presse, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas le plus grand intellectuel de Côte d'Ivoire, mais j'en avais ri. Qu'est-ce que j'ai pas lu n'importe quelle fadaise, il n'a pas été reçu sur le perron, on ne lui a pas déroulé le tapis rouge. Et puis moi je dis, mais est-ce que pour dire à quelqu'un on a besoin de faire tout ce cinéma-là? On n'a pas besoin de ça. Et il a déclaré, il s'est félicité que Ouattara ne soit pas candidat. Donc moi, c'était juste, on ne te soutient pas officiellement, va, s'il n'y a pas trop de casse, nous on va t'adouber. Débrouille-toi pour ne pas qu'il y ait de la casse. Parce que c'est vrai, comme Célestine l'a dit tout à l'heure, les intérêts de Bouygues et les multinationales. Monsieur Moifo, depuis un moment, c'est pas que les multinationales. Souvenez-vous, tous les retraités Sarkozy, ils mangent bien à Abidjan. Ouais. Ambassadeur de Côte d'Ivoire. C'est logique qu'il mange bien là-bas. Il a déclaré qu'il a dégommé Barbeau pour installer son ami. C'est pas moi qui l'ai dit. Il n'est pas le seul. Quand Barbeau tombe, on apprend que l'ancien ministre des Affaires étrangères
dont je ne vais pas citer le nom sous Hollande. Je vais peut-être le faire. Ministre des Affaires étrangères sous Hollande. Il a été le plus jeune Premier ministre français d'ailleurs. Ah, ouais. Laurent. Fabius. Voilà. Son fils avait des intérêts. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Donc c'est une élite. Quand moi j'entends Le Drian parler, bon, l'élite, d'accord, ça veut dire que en plus des multinationales, il y a que eux, ils préparent leur ça veut dire que ceux qui prônent la démocratie et la liberté en France sont des fossoyeurs de la liberté à l'extérieur de France. Je l'assume, ouais, j'assume ça, je l'assume, bon. C'est ça. Ce qui me choque, c'est bien beau de jouer les démocrates, les gens qui sont prêts à se battre pour les droits de l'homme, et puis ne pas l'assumer quand ça se passe de l'autre côté. C'est ça. Je vais vous dire une chose à ce niveau-là. Oui. Quand que l'Élysée l'ait soutenu ou pas, moi je me dis, mais depuis quand un chef d'État français, un chef d'État, fut-il d'une des plus grandes puissances économiques, se permet d'être le porte-parole d'un chef d'État africain pour expliquer les raisons de sa candidature? Bon, franchement, je veux dire, au départ, je n'ai pas accordé beaucoup de crédit à ça, mais après, je me suis dit, c'est une insulte à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire. C'est une insulte pour nos frères, parce que le moment était bien choisi. Pendant que nous pleurions nos morts, des enfants décapités, des enfants, l'avenir de la Côte d'Ivoire, donc de l'Afrique, sont en train d'être coupés à la maquette. Il y a des preuves. Amnesty International a montré des images. Amnesty, pardon? Bon, ça c'est vrai, pour une fois, en passant, quand ça les arrange, je veux dire comment. Non, pourquoi je le dis? Parce qu'ils diront qu'ils n'ont pas vu. Voilà, parce que le procureur. Ils sont tous des Ivoiriens, Amnesty en Côte d'Ivoire. Chez nous, on ne voit pas. Mais je veux dire que voilà. En Afrique. Voilà. Il va venir nous expliquer que M. Ouattara se serait représenté par devoir. Moi, je veux juste savoir, je ne suis pas allé trop loin, mais. Par devoir. Par devoir. Est-ce que le devoir d'un homme a plus d'importance que la constitution d'un pays? C'est le devoir d'un homme. C'est une façon de nous dire que vous ne pouvez pas diriger la Côte d'Ivoire, par exemple, vous, lui, vous ne pouvez pas diriger la Côte d'Ivoire. Mais non, parce que lui, il est omnipotent, il y a que lui seul. Non, elle peut pas. Non, je peux pas. C'est-à-dire qu'il faut que je cite, je vais le citer parce que sinon avant que Ouattara n'arrive en 1990 en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'intellectuel, il n'y avait personne. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il nous fait l'injure de dire que non, c'est parce que j'ai pas préparé. Mais en démocratie, on ne prépare pas un successeur. Non. En démocratie, les gens se présentent. C'est ça qui fait mal. Quand on n'est pas dans un royaume. Et puis ça choque personne. Quand Ouattara le dit. Ça brûle, Célestine. Ah oui, non, mais ça me... Dites-le. Ah oui, non, mais c'est-à-dire que ce mépris de Macron, mais c'est-à-dire que je l'ai pris vraiment en pleine poire. Je vais me permettre de citer Macron parce que ça paraît tellement hallucinant, mais c'est vrai. Donc Macron, dans le magazine Jeune Afrique, entre autres mépris, dit ceci, et je le cite. Alassane, et donc Macron justifie ce viol de la Constitution. Il dit: Alassane Ouattara s'est présenté par devoir. Dans l'absolu, mais la suite est encore meilleure. Il dit: dans l'absolu, j'aurais préféré qu'il y ait une autre solution, mais il n'y en avait pas. C'est-à-dire que le président français... Il connecte tous les Ivoiriens, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que le président français nous explique en substance que s'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait être comme Alassane Ouattara, c'est-à-dire dilapider les biens des Africains, vendre la Côte d'Ivoire à la France, lui, il aurait accepté d'échanger Ouattara. Mais comme il a cherché dans toute la Côte d'Ivoire, il n'a pas trouvé. Mais est-ce à Emmanuel Macron déjà d'adouber un chef d'État en Côte d'Ivoire? Est-ce Emmanuel Macron? Est-ce que c'est Angela Merkel, Vladimir Poutine, venez désigner un président en France, nous serons heureux d'aller voter pour lui. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Macron désigne, donc là, après avoir laissé longtemps son ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, faire le service après-vente, et lui, il avait un silence assourdissant, on ne l'entendait pas sur le 3e mandat, et là, il est venu là, dans cette interview nous montrer à quel point c'était un plan commun avec Alassane Ouattara. Ils avaient décidé qu'ils devaient violer la Constitution. Ils avaient accepté son viol de la Constitution. Donc c'est choquant. Ce questionnaire à terre, parce que le questionnaire là, ça fait trop papier, comme on dit chez nous. On va aller terre à terre. Donc, vous, lui, vous n'êtes pas capable de diriger la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? C'est ce que nous va poursuivre. Nicolas Gbagbo, économiste brillant là. Impossible. Il n'est pas assez intellectuel. Non, il ne fait pas leur affaire. Bon. Dom Melo, par exemple, ne peut pas. Écoutez, soyons sérieux un peu. C'est des gens qui ne rentrent pas dans leur casting. La France va très bien. Nous avons emprunté l'année dernière, cette année,
plus que prévu sur les marchés, le déficit français ne fait que se creuser. Vous qui êtes très grands intellectuels, des grands économistes, vous dirigez si bien la France que Tout va bien. tout va bien. Pour le meilleur des mondes. Vous savez pourquoi? Vous savez quoi? Je suis sûr qu'Emmanuel Macron ne m'accorderait jamais une interview. Vous savez pourquoi? Il ne pourrait pas répondre à mes questions. Je le respecte, le président de la République, il est très intelligent, mais sur les questions africaines, je défie Emmanuel Macron de m'accorder une interview. Je sais qu'au Quai d'Orsay, vous regardez ce que je fais. Je défie le président Emmanuel Macron, ou Jean-Yves Le Drian, de m'accorder une interview sur les questions africaines. J'espère que ça arrivera. Bon, maintenant que vous connaissez d'où vient le mal de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique noire francophone, En général. est-ce que... Oui, c'est à nous, c'est à vous. Je m'inclus là-dedans car je suis noir, je suis français mais noir. Hein. Est-ce que le fautif, c'est pas nous? Dans la mesure où, quand on va dans les partis politiques en France, on trouve peu de Français issus de l'immigration d'Afrique noire francophone. Au même moment, lorsqu'on se rend dans les églises et les soirées, les salles sont combles. Vous comprenez bien ce que je dis? Ouais. Dans les soirées, on trouve beaucoup d'Africains. Dans les églises, il n'y a que d'ailleurs, il n'y a même plus de blancs dans les églises. Même les prêtres, maintenant, les importent d'Afrique. Dans les partis politiques français, on ne les trouve pas. Le jour du vote est comme... On a l'intelligence en France de placer ces votes-là. Les dimanches matin, dimanche toute la journée, les Africains sont encore tous dans les églises. Ils pourraient pourtant faire front commun et voter contre le fossoyeur de l'Afrique. Est-ce que le problème, c'est pas nous, Célestine Daba? Dites-nous après, vous répondrez à votre tour. En tous les cas, en ce qui concerne la diaspora, je vais prendre française, la diaspora africaine en France, on a remarqué en effet qu'elle n'est pas mobilisée à s'impliquer dans le choix des politiques en France. Alors que comme on dit à Abidjan, quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. C'est-à-dire que si on arrive à choisir des hommes politiques, notamment un homme politique comme Jean-Paul Lecoq, qui est un humaniste, un grand monsieur, un député donc communiste qui défend la souveraineté des peuples, qui défend les libertés, qui a des vraies valeurs. Si on se mobilise pour élire des personnes comme ça, forcément que ça aurait un impact en Afrique, dans toute l'Afrique francophone. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, les Noirs, les Franco-Africains n'ont pas compris que leur voix compte. Ils n'ont pas compris qu'ils ont une importance qui peut faire basculer la politique française en Afrique. Et donc, s'il y a un appel à faire aujourd'hui par rapport à nos frères et sœurs, c'est bien de prier. Moi, je vais souvent aux États-Unis, à New York, il y a Wall Street là, et puis il y a les églises à côté. Hein. Donc, ils mélangent les deux, ça ne pose pas de problème. On peut prier. Eux qui vont piller les gens par-ci par-là, prier Dieu à côté. Dieu, voilà, c'est ça. Voilà. D'être Dieu pour les Noirs aussi. Voilà, c'est ça. Donc eux aussi, donc les Noirs aussi, là, ils peuvent prier et puis s'intéresser aussi à la politique de leur pays. On a besoin d'une opinion publique forte en Afrique, d'une opinion éclairée, de manière à ce que les hommes politiques ne puissent pas nous entraîner dans des élections qui entraînent des guerres, ne puissent pas utiliser les ethnies pour nous diviser. Donc c'est vrai que c'est aussi, nous sommes des victimes, mais des victimes consentantes à ce niveau-là. Oui. Elle a presque tout dit. Moi, je suis d'accord avec le constat que vous avez posé, c'est-à-dire que on s'intéresse plus, c'est-à-dire que moi je suis croyant, mais je dis que parfois il faut faire la part des choses aussi, on peut être croyant, et puis s'intéresser à ce qui concerne notre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on est en France, on est en Allemagne, mais si on sait que la politique de chez nous est dirigée depuis la France, c'est à nous de nous organiser. Moi je me rappelle, après la crise en Côte d'Ivoire, Madame Béala avait essayé d'organiser le MAF ici en France, je ne sais plus ce que ça donnait, mais qui tenait à peu près la route. Pour moi, il faut un véritable éveil de conscience à ce niveau-là. Il faut un éveil de conscience, c'est-à-dire que la première génération, on peut rien. Nous les parents, on doit l'inculquer à nos enfants, parce que les enfants, c'est vrai qu'ils sont. Mais nous-mêmes d'abord, la situation actuellement au niveau de Ouattara, il y a des enfants qui sont en train de se faire égorger, vous appelez certains Ivoiriens. Ah non, mais moi j'ai envoyé mon argent, mais
ne serait-ce que venir se rassembler pour se donner les idées. Les gens, je suis d'accord avec vous, mais il y a un désintérêt total de la chose politique. Alors, je vais refaire ce que j'avais fait en mars 2011. Je vais vous le dire ici devant téléspectateurs maintenant. Je suis à la base du boycott des artistes congolais en France. Vous ne le savez même pas. Non. J'accorde une interview à Roger Bongos en mars 2011. C'était au Cap, le centre de la presse au Petit Palais. Et je fustige l'attitude des artistes congolais, Papa Wemba à l'époque qui fut un ami, Kofi qui est maintenant un ami, et bref, je fustige le fait qu'il vienne faire des grands concerts en Occident sans jamais évoquer ce qui se passe au Nord Kivu et qu'on sort. Je fustige ces Congolais qui sortent en masse habillés à 2000 € pour aller voir un concert. Je trouve qu'on doit boycotter cela. Et les Congolais écoutent cette interview que je donne à Roger Bongos et mettre sur pied le boycott des artistes. Donc, sans le vouloir, sans savoir l'ampleur ça allait prendre, je suis le père de ce boycott-là. Ne faut-il pas boycotter les soirées et les églises pour les Noirs en France? Je vous pose la question encore à vous maintenant. Est-ce que ce sera la solution? Parce qu'en fait, si on boycotte, ce sont ces militants, ces compatriotes dont on a besoin. Donc, moi, je pense qu'il faut mûrir la question, il faut y penser autrement. Parce que, tout à l'heure, c'est quand vous avez parlé des artistes. Donc, des artistes qui viennent, congolais, qui viennent faire des prestations ici. Alors que quand vous parlez des églises, c'est des gens qui sont ici, ils en font, pas qu'on se mente. Ils en font un business, c'est un business. Voilà, donc, voilà, mais dites-le, dites aux gens que c'est du business. Les gens font leur business, donc vous n'allez pas leur dire, on ne va pas les contre. Alors que, comme vous dites, si on s'organise mieux pour dire à nos frères et sœurs qui sont franco-africains, il faut qu'on s'organise pour, au niveau des élections, faire barrage à ceux qui ne font pas, qui sont censés ne pas faire, nous faire la part belle quand ils seront au pouvoir. Ça, je pense que au niveau de là, on peut avoir une mainmise, on peut inciter, c'est-à-dire inciter à un éveil de conscience, mais au niveau des églises, c'est pas parce que je ne veux pas, mais ce ne sera pas évident. Ça, je pourrais vous le dire. Pourquoi ça, pas évident? Parce que bizarrement, aujourd'hui, tout le monde... Parce que c'est du business? Non, c'est pas parce que c'est du business. Mais expliquez-leur que c'est du business, que ce n'est que du business en plus. Allez-y, expliquez ça à quelqu'un qui va vous dire, voilà, vous avez raison. Non, il y en a qui sont, voilà, ils sont dans leur monde, et puis moi je respecte quand même la foi des gens. Moi je dis, c'est mon pays, c'est lui qui nous fait, mais je leur explique. La foi, les Blancs qui ont imposé ces églises chez nous, eux-mêmes n'y vont plus ici, là. Je suis bien d'accord, mais c'est vous qui allez dans leurs églises. C'est justement de leur donner l'occasion de le comprendre eux-mêmes. Parce que moi, qui je suis pour aller dire à quelqu'un, il faut arrêter. Bon, je veux dire, je respecte la liberté des gens, je ne vais pas leur imposer moi ma manière de voir. C'est ça le problème. Célestine, ça vous brûle. Allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'on est dans un pays laïque, que ce soit ici en France ou dans nos pays africains. Et en fait, en ce qui concerne la foi, c'est tellement personnel, ça touche tellement au plus profond des êtres, des uns et des autres, que je pense que c'est une question sensible. Pour moi, on pourrait même utiliser, j'allais dire, la religion pour aider les personnes à s'intéresser à la politique. Pourquoi? Si on va convaincre, j'allais dire, le pasteur ou le prêtre en disant la chose politique est importante pour que vos fidèles vivent mieux, pour que vos fidèles soient formés, pour que vos fidèles trouvent du travail, peut-être que le travail à faire serait plutôt qu'on se rapproche des pasteurs et autres prêtres pour leur demander de convaincre leurs ouailles à la chose politique. Je pense que faire les choses dans l'autre sens, ce serait une autre forme de dictature. Ce qu'ils ne feront jamais, Célestine Daba. Il faut qu'on essaie. C'est une bonne idée que vous m'avez donnée là. Moi, je pense que je vais aller les voir. Si vous saviez le deal que certains de vos pasteurs noirs ont avec les autorités occidentales, vous tomberez, les autorités occidentales, vous tomberez malade. Je redis, si vous saviez le deal que certains de vos pasteurs noirs venus d'Afrique ont passé avec les autorités occidentales, vous tomberez malade. Voilà. Continuez d'aller à l'église. Vous qui n'avez pas de papier là, ce sont vos pasteurs parfois qui informent. Continuez à y aller. Je vous amène sur ce terrain car vous voulez combattre les dictateurs en Afrique, les Ouattara, les Paul Biya. Pourtant, c'est ici qu'il faut agir là où vous êtes. Mais oui. C'est pas en Afrique. Mais si vous passez le temps dans les églises et les soirées, c'est ça. Au lieu de vous intéresser à la chose politique, comment comptez-vous faire
changer le cours de l'histoire. Comment comptez-vous faire? Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il faut trouver la solution pour effectivement faire basculer les choses, changer les choses. Est-ce que... Parce que moi, ne lisez pas mon papier. Non, je ne lis pas, je suis en train de réfléchir. Je garde mon papier. Non. C'est-à-dire que dans les manifs, il y en a qui nous disent ils ne viennent plus dans les manifs. Vous savez pourquoi? Non. Parce que dans les manifs, on ne prie pas. Pardon? Oui. Je dis, j'ai pitié d'eux. Mais voilà, c'est ça. Et donc, on est... Dans les manifs, on ne paye pas, les gens ne viennent plus. Oui. Il y en a certains qui nous disent qu'ils ne viennent plus aux manifestations politiques, s'il vous plaît, parce qu'on ne confie pas nos le mal manifs. que la colonisation a fait à l'Afrique, mon Dieu. Voilà, on ne confie pas... Ben oui. Vous avez vu les manifestations des Français, là, vous avez vu quelqu'un prier dedans? Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour dire à quel point la culture de la prière, ou je ne sais pas, ou est très ancrée chez nous. Voilà pourquoi il faut trouver d'autres moyens pour mûrir un peuple, pour les faire mûrir, pour faire avoir un peuple, comment j'allais dire, mûr politiquement, avoir une opinion publique mûre. Il faut trouver le moyen, effectivement, de les impliquer. Et si on pouvait les impliquer autant que les églises les impliquent, ce serait bien. Parce que il faut leur expliquer que leur vie journalière, là, elle est faite de l'au-delà, c'est loin, alors qu'ici, là, on peut militer pour qu'ils aient du travail, on peut militer pour qu'ils soient formés, on peut militer pour des choses palpables, plutôt que de se confier seulement au bon Dieu. J'ai envie de chanter. Pourquoi? Il ne faut pas chanter. Si, il faut que je chante quand même. Pourquoi? Peut-être c'est avant de comprendre. Ben oui. Il y a longtemps, très longtemps qu'on est enfoncé. Le progrès national s'était dit comment faire pour avancer. On a jeté les coris accusés, Jésus maudit les blancs. On n'est jamais premier par hasard. Le progrès ne se vend pas au marché. Voilà, c'est très bien chanté. Vous avez compris? C'est très à propos. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est très à propos. Vous voulez prier aux manifestations politiques? Continuez comme ça, vous allez progresser, je vais voir aussi. Ah, le mal que la colonisation a fait à l'Afrique. Lui, Tchekwe, essuyez un peu les larmes, essuyez nos larmes, dites quelque chose qui va au moins. Parce que là, je suis dé. Non, buvez un coup, c'est mieux comme ça. Parce que buvons. À la santé de la Côte d'Ivoire. Non, mais je pense sincèrement que dans les choses, il y a beaucoup. Moi, je veux dire que c'est un sujet qui est d'actualité, qui me gêne un peu parce que un pays, on n'en a pas deux, on n'en a pas trois. Donc, ces personnes dont vous parlez, c'est Célestine qui faisait allusion tout à l'heure à ce que les gens se plaignent que lorsqu'on vient aux marches, ne prie pas. Moi, j'ai bien envie de dire que les prédateurs, là, quand ils viennent prendre nos biens, là, ils ne prient pas avant de prendre, ils prennent et puis ils s'en vont. Oh, ou bien les prêtres viennent même les aider à prendre cela. Donc, ça, je pense que moi, je parle d'un éveil qui va se faire de lui-même. Il me dirait que je suis, peut-être, je rêve beaucoup, mais avec ce que je vois actuellement en Côte d'Ivoire et dans certains pays, j'aimerais comprendre que si on y prend garde, on va aller comme ça. Toujours, on va descendre, on va continuer à descendre. Un jour ou l'autre, il va falloir que les gens se mouillent, que prennent leurs responsabilités, puis ça va changer. Non et non, ça suffit. On devrait dire non et non, ça suffit à ceux qui vont dans les églises, ceux qui veulent prier, ceux qui vont dans les soirées et qui ne s'intéressent pas à la vie politique de leur pays. Car ces églises vous font plus de mal que de bien. Dites, si vous voulez me parler, plus c'est pas un problème. Ces soirées vous font plus de mal que de bien, mais surtout l'église et vos faux pasteurs-là. Hein? J'en connais plein ici en région parisienne, ils sont venus d'Abidjan, il n'y en a pas un dessous, ils sont venus du Nigeria encore. Ceux du Nigeria, alors c'est une catastrophe. Allez les voir à Marseille. La police française ne vous dit pas tout, mais j'ai les vrais chiffres. Hein. Ce qu'ils font, les pasteurs venus du Nigeria, de Côte d'Ivoire, ici en France, si vous saviez la vérité. Mais puisque les autorités françaises ne veulent pas communiquer dessus, je vais peut-être garder encore pour moi ce que je sais, parce que je pourrais prendre une balle dans la tête en passant à Marseille. C'est terrible. Hein? Donc sortez des églises, intéressez-vous à la vie politique française. Vous êtes français, vous vivez en France. Vous voulez faire basculer les choses en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon et partout, sortez des églises, investissez-vous en politique. Je pense que le collectif non et non, ça suffit, devrait peut-être regarder de ce côté-là. Du côté des églises. Mais pas de la même façon. Oui, il faut... On va noter, puis on va voir ce qu'on peut faire. C'est vrai, non, mais je pense que c'est une vraie idée de... Je ne sais pas s'il faut aller dans les églises pour mettre en place une collaboration avec les pasteurs et
les Si prêtres, ou je ne sais pas, pour convaincre leurs fidèles de s'intéresser aussi aux choses terrestres et notamment la politique. Peut-être si leurs oies sont heureux là, sur terre, peut-être que les cotisations à l'église, comment on appelle ça, les cotisations à l'église, la dîme sera plus importante, sait-on jamais. Donc il faut de tout pour faire un monde. Le corps social, c'est aussi les églises, c'est aussi les politiques, c'est aussi la société civile. Donc c'est important que tous travaillent pour converger vers le même but. Notre but aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en tous les cas, c'est que Alassane Dramane Ouattara quitte ce pouvoir illégal. Mais tant qu'il sera soutenu par les gens d'ici, il ne le quittera jamais. Justement, c'est pour ça que nous demandons au peuple de s'unir, d'oublier cette histoire de pro-temps, pro-ci, pro-ça qui nous divise et qui permettent aux hommes politiques de nous soumettre toujours et de nous entraîner dans des guerres. Donc il faudrait que les hommes, les filles et les garçons, les hommes et les femmes de Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se taisent leurs différences, se mettent ensemble pour un objectif immédiat, qui est de récupérer le pays et de chasser Alassane Ouattara. Lui, Tchekwe, quels sont les événements que vous organisez dans les prochains jours, les prochains mois, allant dans le même sens? Non et non, ça suffit. Au niveau de la place de Paris, nous, à notre niveau, on participe bien volontiers aux activités de toutes les autres associations, tous les autres mouvements. C'est-à-dire que quand il y a un appel à la marche, on ne dit pas que comme ce n'est pas nous qui organisons, on n'y prend pas. Mais actuellement, on réfléchit plus sur la manière de continuer à aider au changement en place. C'est-à-dire que montrer, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de religion, mais pour montrer aux Ivoiriens, on continue d'appeler les Ivoiriens pour dire que ce débat-là n'est pas celui seulement des hommes politiques. C'est pas aujourd'hui Bédié qui est le porte-parole de l'opposition seulement, c'est nous, c'est notre pays qui est sur notre pays. Voilà, il y a quelques années, un monsieur qui arrive, qui nous dit je frapperai ce pouvoir et il tombera. Le pouvoir Bédié tombe. Quelques mois après, il dit nous les Ouattara, quand on parle, on agit, on tient parole. Et donc, il y a tellement de preuves qu'on a affaire à quelqu'un qui n'a jamais, c'est un ennemi du respect des lois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les Ivoiriens s'organisent. Donc, pour répondre à votre question, nous, humblement, c'est un mouvement de la société civile qui, on n'a que la parole, on n'a que nos idées pour dire aux gens, serrons-nous la main, serrons-nous les coudes, battons-nous ensemble pour pouvoir faire bouger les choses. Faire bouger les choses, c'est au niveau de la presse. Aujourd'hui, on parle avec vous. Au niveau de certains organismes, allez leur dire ce qui se passe. Organismes de quel pays? En fait, ceux qui nous doublent la français. Bon, on est en France, et donc, si bien, vous êtes tout à l'heure, vous avez parlé de M. Lecoq. Il y a des gens, des gens qui comprennent. Le pauvre, vous avez ses coordonnées? Oui. Il faudrait bien qu'il vienne ici avec vous, qu'on discute des choses et d'autres. C'est sur ce média qui doit s'exprimer, c'est pas sur les médias des Français. Mais vous vous souvenez pas que vous étiez là d'ailleurs, on était allé devant l'Assemblée pour la manifestation en 2018, vous êtes parti un peu plus tôt. Je suis parti, j'avais un voyage à faire avec lui. Mais c'est lui qui parce que les Ivoiriens ont plus du retard que j'ai dû partir. Je suis arrivé le premier, j'ai attendu au bout de 4 heures de temps, il n'y avait rien. Donc, dites à M. Lecoq que je souhaiterais l'inviter sur ce plateau pour qu'on discute ce genre de choses. Oui, et Louis Tchekwe a raison de dire que il faut faire la part des choses. Nous avons pris le parti effectivement d'aller toujours chercher à convaincre, même si on pense que c'est difficile, convaincre les politiques français, les organisations internationales. Même on est allé jusqu'à la FIDH, on sait qu'ils n'ont pas pipé mot de ce qui se passe là aujourd'hui, alors qu'ils ont été impliqués dans FIDH. Mais il y a bien un Ivoirien, Boga Sako Gervais, qui est membre, non? Non, pas de FIDH. Lui, c'est FIDOP. C'est autre chose. Bon, c'est la même famille, non? Non, pas du tout. C'est quoi ça, FIDH? Rappelez-moi ça. La Fédération internationale des droits humains.
qui est basée en France ici. Ah d'accord, voilà. En plus basée en France. Voilà, basée en France. Et donc cette organisation-là qui fait partie, qui fait partie de la CPI, qui a été influente pour déporter Gbagbo, sur les cette organisation-là aujourd'hui ne dit absolument rien. Et donc du coup nous sommes allés les voir. Donc tout ça pour dire que on continue de convaincre les gens. C'est parce que on fait du bruit, on envoie des courriers qu'il y a des députés comme même les députés du MoDem, Monsieur Bruno Fuchs a dénoncé ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc on a le COC, on a le MoDem, donc on a même le PS. Le PS, on était très étonnés. Pardon, le P comment ? Le PS, le Parti Socialiste. Le PS là est sorti. Donc c'est pour dire que même le PS est sorti pour dénoncer l'illégalité de Ouattara. Et donc justement, nous ne comprenons ça nous amène encore à ne pas comprendre, à être étonné de l'attitude, le mépris de Macron qui, alors que 90% des Ivoiriens n'ont pas voté et il n'y a que 10% qui se sont levés pour aller voter, Macron méprise les 90% là et à cause des 10% va valider l'élection de Ouattara. Et quand il voit que les Ivoiriens et même les Africains commencent à avoir ce qu'il appelle des sentiments anti-français, il dit dans son Jeune Afrique toujours, entre la France et l'Afrique, il doit être une histoire d'amour. J'ai envie de dire à Macron que l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour qui existent. Et donc en termes de preuves, le fait d'aller supporter Alassane Ouattara dont les milices décapitent les opposants, dont un régime qui met en prison ses opposants politiques, qui met en prison des Pulchérik Balé, des membres de la société civile. Comment, alors que quand Monsieur Paty a été décapité ici, à juste titre, c'est un tollé. Et quand ça se passe en Afrique, il soutient le régime qui produit ça, et après il vient nous dire que nous on doit l'aimer. Elles sont où les preuves d'amour? Il n'y a pas d'amour, il y a les preuves d'amour, et ce qu'il nous présente aujourd'hui là, ce ne sont pas des preuves d'amour, et nous allons continuer de combattre cette politique france-africaine dangereuse pour l'Afrique. Non, mais justement, au niveau pour revenir aux arguments fallacieux de M. Macron, que je respecte parce que c'est quand même le chef d'un État, mais je dis il faut respecter la dignité humaine. On ne peut pas nous demander à nos enfants, on ne peut pas, après avoir demandé à nos enfants une minute de silence pour M. Paty, ce qui était justifié. Non, c'est justifié, mais je veux dire quel est donc ce deux poids deux mesures dans la compassion, dans l'émotion? Je ne dis même pas un mot. Vous savez pourquoi? Le nègre n'est pas entré dans l'histoire. Oui, et vous savez, l'homme qui a prononcé cette phrase était un bon ami d'Emmanuel Macron. Vous savez, non? Et il a invité à la comment on appelle ça, à l'investiture. Mais oui, mais vous savez bien. Oui, mais ça ne m'empêche pas de le dire comme... Je voulais vous dire vous n'êtes pas naïf. Au niveau de cette investiture, moi je me pose des questions parce que j'ai là ici, au niveau du chapitre 2 du président de la République. On dit par exemple qu'il choisit son vice-président, un vice-président qui est élu en même temps que lui. Il a donc choisi qui est là pour être élu en même temps que lui. Donc, bon, s'il n'a pas choisi, pourquoi il va faire l'investiture avec qui? D'accord. Donc, 55 est clair là-dessus. Donc, il ne respecte rien. Sa propre loi, sa propre constitution. C'est le même article qui dit qu'il n'est pas éligible là, qui dit que le jour des élections, il se présente en même temps que son vice-président. C'est comme aux États-Unis, quoi. Voilà. Mais seulement, nous ne connaissons pas qui est son vice-président. Ils n'ont donc pas été élus ensemble. Non. C'est rend caduque cette élection-là. Mais en plus, il y a plein de choses qui le rendent caduque. Et ça vient quand même. Et M. Sarkozy sera à l'investiture. Oui, il est invité, il sera. Le Drian, il sera aussi. Et M. Macron a envoyé une lettre de félicitations, cher ami Alassane. Ça va venir. Oui, il a envoyé. Et les Français ne le savent pas. Ou bien les Français noirs le savent, mais les Français blancs ne le savent pas. J'ai vu un autre Gouguenard. On félicite une dictature. J'ai vu un autre Gouguenard sur Télé Liberté qui racontait des conneries. Il a écrit un livre. Je vous invite à venir vous exprimer ici. Vous comprendrez que vous ne connaissez pas du tout l'Afrique. Vous racontez des bêtises. Je ne me fais pas de son nom, mais il va se reconnaître. Un vrai Gouguenard. Voilà. Les amis, on ne va pas tout dire ici aujourd'hui. On ne va pas tout dire, non, on ne peut pas tout dire, il y en a tellement. Je suis désolé de ne pas être parfois que journaliste, car lorsque je vois des injustices, j'ai dit non, j'ai déposé mon questionnaire pour qu'on parle terre à terre, franchement. De quelle relation d'amour parlez-vous, monsieur le président Macron? C'est ça. Et vous, les Franco, les Africains français, sortez des églises et des soirées, allez voter. Si c'est Marine Le Pen, le Front National,
qui vous garantit que vos pays où vivent vos parents seront en paix, votez Marine Le Pen. Je compte organiser ici à partir de 2021 des émissions dans ce sens avec les Afro-Africains et même les Français blancs. Nous aussi, on va être pragmatiques. Il faut être pragmatique désormais. Arrêtez le PSP, comment? Mais oui. Non, c'est pour ça qu'on est... C'est vrai que c'est que ça? Le PS est parti de reniement, et dès le début, depuis le début, on l'a jamais entendu sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que quand son président, là, son secrétaire général, son secrétaire est sorti, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom. Monsieur Faure. Monsieur Faure est sorti de son silence, mais il a tapé fort quand même à Alassane Ouattara. Vraiment, là, on était surpris. Il a qualifié ils n'ont plus aucun pouvoir en France, ils peuvent toujours taper. Quand ils étaient forts hier, ils n'ont pas sauvé Gbagbo de ce qui lui est arrivé. Et Gbagbo qui était de l'international socialiste. Ils l'ont renié d'international socialiste. S'il vous plaît, je peux le dire aujourd'hui, je sors un peu de ma peau de journaliste, ne croyez plus aux paroles des hommes politiques français. Non. Soyez pragmatiques, d'accord? Et sortez des églises. Celui qui est bon pour nous, on sera bon pour lui. Même si c'est le diable qui est bon pour vous, allez voter le diable. Qu'on ne diabolise plus Marine Le Pen parce que ça, non. Peut-être elle aurait de bonnes idées pour la France et même pour l'Afrique. Car aujourd'hui, regardez comment nous, Français, vivons en France. Est-ce que nous vivons bien? Je ne crois pas. Le passage à l'euro nous a appauvris. Hein? Vous étiez là? Vous étiez là. Alors, j'achetais mon pack d'eau la veille à 6 francs. Le lendemain, c'était 1,80 €. Conversion, ça faisait 11 francs et poussière, presque le double. Pareil pour la baguette. Pareil pour la baguette. Donc, le passage à l'euro nous a appauvris. Aujourd'hui, Marine Le Pen dit de retourner au franc. Si c'était faisable, j'irais voter pour cela. Et la Constitution européenne de 2005, j'avais voté non. Mais Nicolas Sarkozy nous l'a imposé. Tout à fait. Ah bah oui, on s'est fait tout savoir. Alors, on s'est fait tout savoir. Donc, ne faites plus avoir, chers amis. Bon, le mot de fin, Célestine Daba. En tous les cas, le collectif Non et Non, aujourd'hui, vraiment s'inquiète de ce qui se passe en Afrique, où les coups d'État constitutionnels ont remplacé les coups d'État militaires et sont beaucoup plus meurtriers. Et donc, nous sommes d'autant plus en colère quand on voit comment il s'appelle, Monsieur Macron, président des pays des droits de l'homme, venir défendre quelqu'un qui viole la Constitution. Nous sommes très, très, très en colère et nous demandons, le collectif Non et Non, non seulement s'inquiète et dénonce ces coups d'État constitutionnels et demande au peuple de s'unir, de mettre ensemble leurs forces et leurs intelligences pour combattre ces dictatures, pour combattre ces libertés qui sont en train d'être confisquées par nos hommes politiques. Est-ce qu'on peut les appeler hommes politiques? Je ne sais pas. En tous les cas, mettre tout en œuvre pour les chasser. Il faut que ce soit un combat unitaire de toute l'Afrique même. Il faut qu'on se mette ensemble pour les chasser. Lui, Tchekwe. Je crois qu'elle a dit ce que je pensais. Mais moi, pour terminer, c'est juste de dire que je m'inquiète. Pour quelqu'un qui vit en Europe, je m'inquiète de plus en plus de cette absence de démocratie. On avait l'absence de démocratie, mais aujourd'hui, dans mon pays, on peut tuer sans rendre compte. On a un procureur de la République, je respecte, mais qui ne se fait pas respecter parce que depuis 2000, depuis la chute de Gbagbo, c'est un procureur qui est procureur d'une partie de la République. Il ne voit que les... Je vous en veux pour... je veux dire que c'était quand même un père de famille. Qu'il ait un parti pris pour Ouattara qu'il a nommé, je ne dis pas que je suis d'accord, mais je lui concède ça. D'accord. Mais voir des jeunes, l'avenir d'un pays, être tués par ce qu'on appelle les microbes, c'est des jeunes délinquants, des jeunes voyous, une milice de drogués à qui on donne des machettes. Est-ce que les gens s'imaginent qu'en Afrique, la machette, moi d'où je viens, la machette sert à nettoyer, à défricher. Voilà. On prend ça en plein jour. Des gens sont identifiés, on voit les véhicules, photos, tout, et puis ils se filment en plus. Il n'y a rien. Comment dans un pays au 21e siècle, on peut jouer au football avec la tête d'un humain? Franchement, j'ai du mal à reconnaître mon pays. Et c'est depuis que ce monsieur est au pouvoir. Hein. Nous, on ne connaît pas violent. Donc, je veux dire que pour aller dans le même ordre d'idée que Célestine, on a peur. Et c'est pour ça qu'on demande aux Ivoiriens. Nous, on n'a pas la force. On a encore un peu d'humanité à nous, contrairement à Ouattara, qui n'a pas de compassion. Et ça, je l'assume. Donc, on ne va pas faire comme lui pour aller dire, on va pouvoir donner des machettes à nos parents pour s'armer. Mais armons-nous de courage et opposons-nous à lui.
C'est-à-dire que ne disons pas que c'est comme on l'a fait pour Gbagbo. Nous, on s'est mis à faire des Gbagbo seulement aujourd'hui. On se met autour de Bédié. On réclame la libération de Afi Nguessa, de Guy Kaye, Chéri Gbalé. Pour que la Côte d'Ivoire se lève comme un homme. Et, nous sommes 1000. S'il y a 3 qui tombent, il y aura encore 997 qui vont continuer. C'est dans cet état d'esprit-là. Je le précise, ce sera mon dernier mot. Lui, il a l'armée avec lui. Il a les machettes, il a tout ce qu'il a. Emmanuel Macron aussi avec lui. Oui. Nous, on n'a que notre détermination parce que ce pays-là, nous, on n'en a pas deux. Très bien. Je peux finir juste un petit... Vous avez fini? Oui, juste un petit mot pour dire, pour apporter notre soutien. Le collectif Non et Non, ça suffit, apporte son soutien aux familles endeuillées et notamment aux parents de Monsieur Nguessan Toussaint Kofi qui a été décapité. Donc vraiment, nous apportons notre compassion à cette famille-là. Sincères condoléances aux multiples familles endeuillées en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad, au Togo, au Bénin. Bref, je ne connais pas un seul pays d'Afrique noire francophone où on connaît la paix. Si vous en connaissez, montrez-le-moi. Je dédie cette émission aux personnes que je connais qui sont emprisonnées aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je parle de Maurice Kakou-Gikawe que j'avais interviewé il y a 3 ans. Je parle de Pascal Afi-Nguessan que j'avais interviewé il y a 2 ou 3 ans également. Je parle d'Edith Pulchéri Gbalé que je ne connais pas mais que je suis depuis. Bref, je ne peux pas vous citer tous. Je dédie également cette émission aux prisonniers politiques au Gabon. Oui, Bertrand Zivi, je pense toujours à toi. À ceux du Cameroun, oui, je pense toujours à vous. Mamadou Mota, Sissi Ayou Tabé, voilà. Je formule un vœu qu'un jour l'Afrique noire francophone, riche de ses richesses, soit riche de liberté et de démocratie. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec d'autres invités. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée en Afrique noire francophone, gardons comme la banane. À bientôt. Bye bye. Merci. À bientôt. Au revoir. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.